Bonjour à tous, je suis Tia Asia et ma partenaire de recherche Oulit Laït Hader. Nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui un sujet qui revêt une importance particulière. C'est l'éducation thérapeutique en pharmacie de ville et hospitalière. Selon le plan de présentation suivant. Pour introduire, aujourd'hui, l'éducation thérapeutique du patient occupe une place centrale surtout dans la prise en charge des maladies chroniques. Avec l'évolution et les besoins en santé et l'augmentation des attentes envers l'autonomie des patients, cette approche éducative s'inscrit dans une dynamique globale visant à améliorer la qualité de vie et à renforcer la collaboration entre les patients et les professionnels de santé. Dans ce contexte, les pharmaciens, qu'ils s'exercent en officine ou en milieu hospitalier, jouent un rôle clé. L'analyse de cette thématique permet de mieux comprendre les enjeux et les contributions spécifiques des pharmaciens dans ce domaine, tant sur le plan individuel que collectif. Passons maintenant à des généralités sur l'éducation thérapeutique du patient. Pour la définition, l'OMS a défini l'ETP comme suit. L'éducation thérapeutique a pour objectif de former le malade pour qu'il puisse acquérir un savoir-faire adéquat, afin d'arriver à un équilibre entre sa vie et le contrôle optimal de sa maladie. En d'autres termes, l'éducation thérapeutique du patient est un processus continu qui fait partie intégrante des soins médicaux. Elle comprend la sensibilisation, l'information, l'apprentissage, le support psychosocial, tout lié à la maladie et au traitement. La formation doit aussi permettre au malade et à sa famille de mieux collaborer avec les soignants. Depuis la promulgation de la loi HPST de 21 juillet 2009, l'éducation thérapeutique du patient est connue comme partie intégrante du parcours de soins des malades. Particulièrement, elle joue un rôle essentiel dans la gestion des maladies chroniques, touchant une grande partie de la population, qui représente 80% des consultations, et selon l'OMS, près de 40% de la population seront concernés par ces maladies. Ce qui nécessitera des professionnels de santé compétents et formés à la communication pour mieux accompagner les patients. Le pharmacien, en tant qu'acteur de proximité, participe activement à ce processus en soutenant les patients dans leur parcours de soins. Pour les niveaux d'éducation du patient, on a 4 niveaux principaux. Premièrement, l'éducation à la santé par l'information de patients sur les principes généraux de santé en amont de la maladie. Il y a aussi l'éducation à la maladie par sensibilisation aux comportements liés à la gestion de la maladie, à son impact et à la prévention des complications. Et aussi le programme d'apprentissage par l'enseignement des gestes techniques pour la prise en charge de traitements spécifiques et l'éducation thérapeutique centrée sur les pathologies chroniques. Elle vise à aider le patient à gérer son traitement et sa vie quotidienne tout en impliquant son entourage. Pour les objectifs de l'éducation thérapeutique, l'objectif principal est d'améliorer l'autonomie du patient. Grâce à l'amélioration des compétences d'auto-observation, elle permet d'identifier les symptômes et comprendre leur évolution. Les compétences de décision, elle permet de prendre des décisions éclairées sur sa santé. Les compétences d'auto-soin, elle permet d'appliquer les traitements correctement. Et les compétences sociales, elle permet de communiquer efficacement avec les soignants et l'entourage. Pour la démarche éducative, l'éducation thérapeutique repose sur 4 étapes essentielles. Premièrement, le diagnostic éducatif. Identifie les connaissances, les croyances et priorités du patient vis-à-vis de sa maladie pour adapter l'accompagnement. Deuxièmement, l'objectif pédagogique et contrat d'éducation. Formuler les objectifs négociés entre soignants et patients, servant de base à un contrat d'apprentissage personnalisé. Troisièmement, méthode pédagogique. Utiliser des approches actives où le patient découvre et s'approprie les connaissances, par exemple par des situations, des problèmes, etc. Et renforcer la motivation à travers des objectifs clairs et adaptés. Et dernièrement, l'évaluation. Il y a 2 types d'évaluation. Il y a l'évaluation formative, centrée sur le patient. Elle valorise des progrès et ajuste le programme éducatif en conséquence. Et l'évaluation sommative, standardisée, elle mesure les connaissances acquises, mais peut manquer de personnalisation. Et finalement, on va parler maintenant de l'impact de l'éducation thérapeutique du patient. Selon le modèle de Nouré et autres, l'éducation thérapeutique améliore les connaissances, influence les médiateurs psychosociaux et modifie les comportements de santé. Ces changements se traduisent par des résultats positifs à court et long terme, tels que l'amélioration de l'état clinique et la réduction des complications. On va parler maintenant de l'éducation thérapeutique du patient en pharmacie de ville. Et on va commencer par le rôle des pharmaciens d'officine, et après on va parler aussi des missions. La différence entre le rôle et les missions, c'est que le rôle fait référence à la fonction générale ou à la position occupée par le pharmacien dans le système de santé. Il s'agit d'une vision plus large qui englobe ses responsabilités globales vis-à-vis des patients. Par contre, les missions dessinent les actions concrètes et spécifiques que le pharmacien doit accomplir pour remplir son rôle. Alors, pour le rôle des pharmaciens d'officine, il y a 4 rôles essentiels. Premièrement, la proximité et accessibilité. Les pharmaciens sont facilement accessibles et jouent un rôle fondamental dans le suivi des patients au quotidien. Deuxièmement, la connaissance des traitements. En tant que spécialistes des médicaments, les pharmaciens sont bien placés pour informer les patients sur la manière d'utilisation correctement leurs médicaments, y compris les posologies, les effets secondaires, les interactions médicamenteuses et les bonnes pratiques. Troisièmement, l'évaluation de l'adhérence au traitement. Le pharmacien peut détecter des signes de non-adhérence au traitement et propose des solutions pour y remédier, comme des rappels de prise ou la simplification du schéma thérapeutique. Et dernièrement, l'entretien pharmaceutique. Ces entretiens permettent de conseiller les patients sur leurs traitements spécifiques, comme les traitements des anticoagulants, les traitements contre le diabète, l'asthme, etc. On va parler maintenant des missions principales des pharmaciens d'officine dans le cadre de l'éducation thérapeutique. Premièrement, l'information et la prévention. Le pharmacien d'officine participe activement à des campagnes de santé publique et intervient dans des actions de prévention et de dépistage. Il informe les patients sur les pathologies telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, etc. Il offre des conseils adaptés sur la prévention, les modes de vie sains et le dépistage des maladies, et ces actions contribuent à sensibiliser les patients tout en rendant l'information accessible et compréhensible. Deuxièmement, conseil sur le bon usage des médicaments. Le pharmacien joue un rôle crucial dans l'accompagnement des patients sur l'utilisation de leurs traitements. Il intervient dans la gestion des posologies par explication sur les doses, les horaires de prise et la durée du traitement. Il intervient aussi dans la prévention des interactions médicamenteuses en identification et gestion des risques liés à la prise simultanée de plusieurs médicaments. Il aide à comprendre et gérer
pour prévenir les effets indésirables et aussi il intervient à l'assistance technique pour l'utilisation correcte des dispositifs complexes tels que les inhalateurs, les stylos injecteurs, etc. Troisièmement, l'accompagnement personnalisé. En fonction de la pathologie, le pharmacien propose des conseils et un suivi adapté. Par exemple, pour le diabète, la formation sur l'utilisation des glucomètres, explication des régimes alimentaires et soutien pour les traitements injectables. Et pour les maladies cardiovasculaires, l'éducation sur l'utilisation des antihypertenseurs et gestion des effets secondaires, etc. Ces accompagnements visent à renforcer la compréhension des traitements et à favoriser l'autonomie des patients dans leur gestion quotidienne. Quatrièmement, le suivi et l'autonomie du patient. Le pharmacien joue un rôle clé dans le suivi et l'autonomie des patients en réalisant des bilans de médication pour optimiser les traitements et ajuster les doses si nécessaire. Il mit en place des plans thérapeutiques personnalisés pour organiser les prises médicamenteuses, surveille les signes d'alerte liés aux effets indésirables ou aux complications et accompagne les patients dans la gestion des crises, notamment en cas d'urgence comme les crises base. Cinquièmement, l'éducation thérapeutique en réseau. Le pharmacien collabore avec d'autres professionnels de santé, tels que les médecins, les infirmiers et diététiciens, pour offrir un suivi pluridisciplinaire complet. Il assure également la continuité des soins entre l'hôpital et la pharmacie en transmettant des informations pertinentes sur les traitements. Sixièmement, la formation pratique et assistance technique. Le pharmacien forme les patients à l'utilisation des dispositifs médicaux complexes, comme les glucomètres, les stylos injecteurs et les tensiomètres, etc., en proposant des démonstrations pratiques. Il accompagne le patient jusqu'à ce qu'il maîtrise parfaitement ces dispositifs, renforçant ainsi la confiance et son autonomie. Et dernièrement, la gestion de l'observance thérapeutique. Le pharmacien soutient l'observance des traitements en fournissant des outils pratiques comme des piluliers et rappels, tout en identifiant et en aidant à surmonter les obstacles tels que les contraintes financières, les oublis ou les effets secondaires. Passons maintenant aux outils et méthodes de l'ETP en officine. Pour mener à bien l'éducation thérapeutique, le pharmacien s'appuie sur des outils pédagogiques et méthodologiques avancés, tout en garantissant une prise en charge personnalisée dans un espace dédié à la confidentialité et au confort du patient. Premièrement, des documents personnalisés. Le pharmacien prépare et remet des supports adaptés aux besoins spécifiques du patient, comme un plan thérapeutique personnalisé, c'est un document détaillant les horaires de prise des médicaments, les doses et les consignes importantes, des fiches pratiques et brochures illustrées, expliquant par exemple le fonctionnement d'un dispositif médical ou les effets secondaires potentiels d'un traitement et des cartes mémo simplifiées, résumant les médicaments à prendre sous une forme facilement compréhensible. Ces documents rendent les informations accessibles et aident le patient à mieux suivre son traitement. Deuxièmement, des outils de suivi, comme des carnets de suivi qui permettent aux patients de noter ses prises médicamenteuses, ses symptômes et tout effet secondaire, des applications mobiles qui envoient des rappels pour les prises de médicaments et suivi des indications de santé, et des dispositifs connectés tels que glucomètre ou tensiomètre intégrés à des applications qui génèrent des rapports pour le pharmacien. Troisièmement, des stimulations et démonstrations pratiques. Le pharmacien organise des séances pratiques dans un espace adapté pour initier le patient à l'utilisation des dispositifs médicaux. Il peut faire des démonstrations en direct sur les dispositifs. Il peut aussi faire des exercices pratiques avec le patient, en encourager à manipuler les dispositifs sous supervision pour acquérir une maîtrise complète. Et mise en situation concrète pour préparer le patient à des cas spécifiques. Par exemple, il pose les questions suivantes. Que faire si vous oubliez une dose? Comment réagir en cas de panne de votre dispositif médical, etc. Et dans le cadre de l'ETP, il est essentiel de disposer d'un espace dédié à l'éducation thérapeutique au sein de la pharmacie pour garantir la confidentialité. C'est un espace isolé où le patient peut parler librement de sa santé et pour offrir le confort avec des sièges adaptés, des supports visuels comme des écrans pour des vidéos explicatives et des équipements nécessaires pour les démonstrations et pour favoriser la concentration en évitant les distractions pour permettre un dialogue approfondi entre le pharmacien et le patient. Et voilà quelques exemples sur l'éducation thérapeutique en pharmacie de ville. Et vous pouvez obtenir plus d'informations détaillées sur le support en PDF. Et maintenant, on va passer à la partie de l'éducation thérapeutique en pharmacie hospitalière. Qu'on va parler premièrement sur l'identification du public cible, l'analyse des besoins de patients, méthode d'éducation thérapeutique et des exemples d'activités d'éducation. Premièrement, l'identification du public cible. 1. Les patients chroniques, par exemple les diabétiques, les insuffisants cardiaques, l'hypertendu, les patients sous traitement anticoagulant et les patients immunodéprimés, etc. Sont besoin de compréhension des traitements à long terme, la gestion des effets indésirables et l'amélioration de l'observance thérapeutique. 2. Les patients sous traitement complexe, par exemple les polypathologiques, les patients polymédicamentés où nécessitent une prise en charge spécifique comme les cancers et les maladies rares, etc. Sont besoin d'optimisation de la prise en charge médicamenteuse, explication de la posologie, gestion des interactions médicamenteuses. 3. Les patients âgés, par exemple les personnes âgées ayant souvent plusieurs pathologies, sont besoin d'adaptation des médicaments à la fonction rénale, gestion de la polypharmacie, prévention des risques liés à la prise de médicaments. 4. Les patients jeunes ou en pédiatrie. Par exemple, les enfants nécessitent des traitements spécifiques, sont besoin de compréhension des dosages et des modes d'administration, prise en charge adaptée à l'âge et au développement. 5. Les familles et aidants naturels sont besoin d'accompagnement dans la gestion des traitements, compréhension des rôles dans l'observance et la gestion des effets secondaires. 6. Les patients atteints des maladies rares, comme les maladies génétiques, les pathologies orphelines, sont besoin d'informations sur les traitements spécifiques, la gestion des effets indésirables et la prise en charge spécialisée. Et 7. Les patients sous traitement de sévrage ou en addition, comme le sévrage tabagique et le traitement de la dépendance aux opioïdes, sont besoin d'accompagnement dans la gestion des symptômes, conseils sur les médicaments de substitution et la gestion des risques de rechute.
Et dernièrement, pour les personnels soignants et les équipements médicaux, ont besoin de formation continue pour améliorer la coordination des soins, compréhension des interactions médicamenteuses et mise à jour des pratiques sur l'éducation thérapeutique. Deuxièmement, l'analyse des besoins des patients. 1. Besoin d'information et de compréhension. Les patients ont souvent besoin de comprendre leur pathologie, le rôle de leurs médicaments et la manière dont ces derniers interagissent avec leur corps. Cela inclut des informations sur les effets attendus des traitements, leurs effets secondaires et la manière de les administrer, ainsi que la durée du traitement. 2. Besoin d'observance et de gestion du traitement. Les patients doivent comprendre l'importance de suivre de leur traitement, comme l'adéquation des doses, les horaires, etc., pour éviter les complications liées à leur pathologie. Cela inclut la gestion des oublis de la prise, la gestion des traitements complexes ou multiples et l'adaptation aux effets secondaires. Par exemple, un patient sous traitement anticoagulant peut avoir besoin de rappels réguliers sur la nécessité de respecter les horaires de prise pour éviter les risques de thrombose. 3. Besoins psychologiques et émotionnels. L'annonce d'une maladie chronique, d'une pathologie grave ou d'un traitement long peut entraîner des inquiétudes, de l'anxiété ou même un refus du traitement. Les patients peuvent avoir besoin d'un soutien psychologique pour faire face à la maladie et à ses implications sur leur vie quotidienne. Par exemple, un patient sous une chimiothérapie peut avoir besoin d'un accompagnement pour mieux comprendre et accepter leurs effets secondaires du traitement, par exemple les nausées, la perte des cheveux, la fatigue, etc., tout en lui donnant des outils pour faire face. 4. Besoin de soutien social et familial. Les patients, surtout ceux atteints des maladies chroniques ou complexes, peut avoir besoin d'un soutien familial ou d'un accompagnement par des aidants naturels pour la gestion de leur traitement. Comme un patient âgé ayant des difficultés à gérer ses traitements peut avoir besoin de l'aide de son entourage pour organiser sa prise de médicaments. 5. Besoin de gestion des effets secondaires et des complications. Les patients ont souvent des préoccupations concernant les effets indésirables des traitements et leur gestion. Ces préoccupations peuvent entraîner des abandons ou des ajustements non recommandés des traitements. Par exemple, un patient sous traitement antihypertenseur peut éprouver des vertiges ou de la fatigue ou peut avoir besoin de conseils pour gérer ses symptômes tout en poursuivant leur traitement. 6. Besoin d'adaptation du traitement. Les patients peuvent nécessiter des ajustements de leur traitement en fonction de leur état de santé, de leur capacité ou de leur réponse thérapeutique. Par exemple, un patient d'insuffisance rénale peut avoir besoin d'un ajustement de ses traitements en fonction de la fonction rénale et des dosages adaptés. 7. Besoin de suivi et de coordination des soins. Les patients sous traitement long ou un traitement complexe ont souvent besoin de suivre régulièrement l'évolution de leur état et de coordonner les soins avec les différents professionnels de santé, des médecins, des infirmiers et des pharmaciens. Par exemple, un patient hypertendu peut avoir besoin de suivre régulièrement sa pression artérielle à domicile et de rapporter ses résultats lors de ses consultations avec le médecin. 8. Besoins spécifiques en fonction des contextes socio-économiques et culturels. Les patients peuvent présenter des besoins spécifiques liés à leurs ressources sociales, économiques ou culturelles. Les difficultés d'accès aux médicaments, des barrières linguistiques et des croyances culturelles peuvent influencer leur gestion de la maladie. Par exemple, un patient migrant peut avoir besoin d'informations traduites sur son traitement ou de conseils pour accéder à des aides financières pour payer ses médicaments. Maintenant, on va passer aux méthodes de l'éducation thérapeutique en pharmacie hospitalière. Premièrement, l'approche centrée sur le patient. L'éducation thérapeutique en pharmacie hospitalière s'appuie sur une approche centrée sur le patient, ce qui signifie que l'éducation thérapeutique doit être adaptée aux besoins individuels de chaque patient. L'objectif est de renforcer la motivation et l'engagement du patient dans la gestion de sa pathologie. La deuxième méthode, c'est l'utilisation des supports pédagogiques adaptés. Pour faciliter la compréhension des informations, il est souvent nécessaire d'utiliser des supports pédagogiques variés qui complètent l'explication orale et permettent d'adapter le contenu à différents niveaux de compréhension. Par exemple, les documents écrits, les vidéos éducatives et les applications mobiles. Maintenant, la troisième méthode, c'est l'entretien individuel. Les entretiens individuels sont un pilier de l'éducation thérapeutique en pharmacie hospitalière. Le pharmacien évalue d'abord le niveau de connaissance du patient, ses attentes et ses difficultés, puis l'informe et lui donne les clés pour comprendre et gérer son traitement de manière autonome. Pour la quatrième méthode, c'est groupe de parole et d'éducation collective. Les ateliers collectifs permettent de créer un espace de discussion et de partager d'expériences entre patients souffrant de pathologies similaires. Ces groupes permettent de traiter des thèmes communs tout en renforçant la motivation des patients à s'engager dans leur parcours thérapeutique. Et pour la dernière méthode, c'est la démonstration pratique. Les démonstrations sont particulièrement utiles lorsque le traitement nécessite l'utilisation des dispositifs médicaux. Par exemple, les inhalateurs, les seringues, les pompes à insuline, etc. Le pharmacien peut effectuer des démonstrations pratiques pour assurer que le patient maîtrise correctement l'utilisation de ces dispositifs. Et maintenant, on va passer aux exemples d'activités d'éducation thérapeutique. Premièrement, session d'information sur les médicaments anticancéreux et la gestion des effets secondaires. Premièrement, l'explication des médicaments. Le pharmacien décrit les médicaments anticancéreux prescrits aux patients, leur mécanisme d'action, les effets thérapeutiques attendus et les risques d'effets secondaires. Le conseil de gestion des effets secondaires, le pharmacien donne des recommandations pratiques pour la gestion des effets secondaires les plus courants, comme les nausées, la fatigue,
la chute des cheveux, etc. Et pour l'éducation à la gestion des doses et des prises, pour certains traitements, le pharmacien explique l'importance de respecter les horaires et les doses en soulignant le rôle crucial de l'adhérence au traitement pour son efficacité. Deuxièmement, l'atelier sur la gestion des anticoagulants, la warfarine et la MOAC. Premièrement, l'explication des médicaments. Le pharmacien explique le rôle des anticoagulants et comment il prévient la formation des caillots et les risques liés à une mauvaise gestion, par exemple les saignements. La surveillance des paramètres. Le pharmacien montre comment et quand faire contrôler l'INR pour les patients sous warfarine et la sensibilisation à l'importance de ces contrôles réguliers. Et la surveillance des paramètres. Le pharmacien fournit des informations sur les médicaments à éviter ou à surveiller pour prévenir les interactions, par exemple les antibiotiques, les anti-inflammatoires et certains aliments riches en vitamine K. Et maintenant, l'éducation thérapeutique pour les patients sous traitement des immunosuppresseurs. L'information sur les médicaments. Le pharmacien explique l'action des immunosuppresseurs, leur rôle dans la prévention du rejet d'organes ou dans le traitement des maladies auto-immunes, ainsi que les effets secondaires possibles. Pour le conseil pour prévenir les infections, sensibilisation au risque à cure d'infection, avec des recommandations pour éviter certaines situations, par exemple éviter les fouilles, porter un masque, consulter rapidement en cas de signes d'infection. Et pour le rappel sur le suivi régulière, le pharmacien insiste sur la nécessité de contrôle régulier pour les fonctions rénales, les tests de la fonction hépatique et le bilan de la numération sanguine, pour prévenir des complications liées au traitement. Et pour le dernier exemple, c'est un atelier sur la gestion des traitements à domicile pour les patients en sortie d'hospitalisation, par exemple les perfusions et les soins palliatifs. Formation aux soins à domicile. Le pharmacien forme le patient ou l'aidant à la gestion des dispositifs médicaux, par exemple les pompes à perfusion, les soins de perfusion, les préparations des médicaments injectables à domicile, etc. Les préventions des erreurs médicamenteuses, explication des bonnes pratiques pour éviter les erreurs lors de la préparation et l'administration des traitements à domicile, et le suivi et contact en cas de complications. Le pharmacien informe le patient des signes à surveiller, des complications possibles et des coordonnées à contacter en cas de problème, et préparer le patient ou ses aidants à gérer les traitements à domicile, notamment les perfusions aux soins. Donc, on va passer aux défis et perspectives de l'éducation thérapeutique. Et on va voir 3 titres essentiels: les défis actuels, les perspectives d'amélioration et vers une meilleure reconnaissance de l'éducation thérapeutique. Et on va commencer par les défis actuels. Premièrement, les reconnaissances et l'intégration dans le parcours de soins. L'éducation thérapeutique n'est pas toujours systématiquement intégrée dans le parcours de soins des patients. Bien qu'elle soit reconnue par les autorités de santé, sa mise en œuvre reste inégale d'un établissement à l'autre, elle est peut-être perçue comme secondaire par certains professionnels de santé. Deuxièmement, manque de formation des professionnels de santé. Les professionnels impliqués dans l'éducation thérapeutique sont des médecins, des infirmiers, des psychologues, etc. Manque parfois de formation spécifique sur la manière de dispenser l'éducation thérapeutique. Il est essentiel de leur fournir des outils et une approche centrée sur le patient. Troisièmement, l'évaluation de l'efficacité. L'évaluation des effets de l'éducation thérapeutique reste complexe. Les critères de succès, notamment en termes de comportement de santé modifié ou de qualité de vie, sont difficiles à mesurer de façon uniforme. La mise en place de protocoles d'évaluation standardisés reste un défi. Quatrièmement, l'accessibilité et l'inégalité territoriale. L'accès à l'éducation thérapeutique peut être limité, notamment en raison de la concentration des ressources dans certaines régions ou établissements. Les patients vivant dans des zones rurales ou éloignées peuvent avoir un accès limité à ces programmes. Cinquièmement, le financement et prise en charge. Bien que l'éducation thérapeutique soit souvent remboursée par la sécurité sociale, la prise en charge reste parfois insuffisante pour permettre une prise en charge continue et de qualité. Les coûts logistiques, les formations des intervenants, les matériels pédagogiques, les suivis de patients peuvent également poser un problème. Et sixièmement, la prise en compte de la dimension psychosociale. L'éducation thérapeutique doit aller au-delà de la simple transmission d'informations médicales et inclure une approche psychosociale, en prenant en compte le vécu et les préoccupations des patients. L'accompagnement émotionnel et le soutien à l'adaptation sont cruciaux, mais souvent négligés dans la pratique. Et maintenant, on a perspective d'amélioration. Premièrement, renforcer la formation des professionnels de santé. Il est crucial que les professionnels de santé, soit les médecins, les infirmiers, les psychologues, etc., bénéficient d'une formation continue spécifique à l'éducation thérapeutique afin de mieux comprendre les principes de l'éducation thérapeutique et d'acquérir des compétences pédagogiques adaptées. Deuxièmement, développer d'outils numériques et d'approches hybrides, en utilisant les technologies numériques pour proposer des programmes d'éducation thérapeutique à distance ou en format hybride, permettra de toucher un plus grand nombre de patients, notamment dans les zones rurales ou pour ceux ayant les difficultés à se déplacer. Par exemple, les applications mobiles, les applications de santé qui accompagnent les patients dans le parcours éducatif. Par exemple, le suivi des traitements, les rappels, les conseils personnalisés peuvent faciliter l'engagement et l'autonomie des patients. Troisièmement, renforcer l'intégration de l'éducation thérapeutique dans le parcours de soins. L'éducation thérapeutique doit être systématiquement intégrée dès le diagnostic et tout au long du parcours de soins, en particulier pour les pathologies chroniques. Cela pourrait
inclure une prescription d'éducation thérapeutique de plus la part des médecins traitants. Quatrièmement, renforcer l'implication du patient et de son entourage. Il est essentiel que l'éducation thérapeutique ne se limite pas à la transmission de connaissances médicales, mais inclut aussi un accompagnement émotionnel et psychologique pour aider le patient à faire face à la maladie et à ses contraintes. L'inclusion des proches dans le parcours éducatif est également cruciale, notamment pour les pathologies chroniques qui nécessitent un soutien à domicile. Cela permettra de renforcer l'adhésion du patient et d'améliorer sa qualité de vie. Cinquièmement, évaluation et amélioration continue en développant des outils d'évaluation clairs et uniformes pour mesurer l'impact de l'éducation thérapeutique sur les comportements de santé. L'adhérence au traitement et la qualité de vie des patients est essentielle. Cela permettrait d'adapter et d'améliorer les programmes en fonction des résultats observés. Sixièmement, l'amélioration, l'accès géographique et socio-économique. Mettre en place des solutions pour rendre l'éducation thérapeutique plus accessible à tous, en particulier dans les zones géographiques isolées ou dans les quartiers moins favorisés et essentiels. Cela pourrait inclure des dispositifs mobiles, des ateliers communautaires ou des consultations à distance. Septièmement, favoriser l'implication des patients dans le processus éducatif permettra aux patients d'être acteurs de leur parcours éducatif en les impliquant dans la création des contenus et des objectifs de l'éducation thérapeutique. Cela renforcerait l'engagement des patients et leur perception de l'éducation thérapeutique comme un outil pertinent pour leur vie quotidienne. Maintenant, on va passer vers une meilleure reconnaissance de l'éducation thérapeutique. Premièrement, institutionnalisation de l'éducation thérapeutique dans les parcours de soins. L'éducation thérapeutique doit être systématiquement incluse dans les parcours de soins des patients, dès le diagnostic et tout au long du suivi des maladies chroniques. On le rend obligatoire pour certaines pathologies. La reconnaissance de son importance serait renforcée et développer des cadres réglementaires spécifiques qui définissent clairement les rôles des professionnels de santé, les contenus, les objectifs et les critères d'évaluation. Cela permettrait de standardiser et de rendre plus transparent son utilisation dans les établissements de santé. Deuxièmement, reconnaissance professionnelle et valorisation des compétences. L'éducation thérapeutique devrait être valorisée dans les formations et les carrières des professionnels de santé. Des formations spécialisées, des diplômes et des certifications dédiées à l'éducation thérapeutique seraient un levier pour accroître sa reconnaissance. Les professionnels qui s'investissent dans ce domaine pourraient bénéficier d'une reconnaissance professionnelle accrue et voire d'une rémunération spécifique. Quatrièmement, recherche et évaluation des bénéficiaires de l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique nécessite une documentation solide et des études scientifiques sur son efficacité. La reconnaissance de ces bénéficiaires pour la santé des patients en termes d'amélioration et d'adhésion au traitement, de réduction des complications ou de qualité de vie renforcerait son acceptation et son intégration par les décideurs politiques et les professionnels de santé. Cinquièmement, sensibilisation et engagement des patients et du grand public. Une meilleure reconnaissance de l'éducation thérapeutique passe aussi par une prise de conscience générale de son importance. Cela peut se faire via de campagnes de sensibilisation sur l'importance de l'éducation thérapeutique dans la gestion des maladies chroniques, mais aussi en informant les patients de leur rôle actif dans leur parcours de soins. Et sixièmement, réseau et collaboration entre les acteurs du système de santé. L'éducation thérapeutique bénéficie d'une approche pluridisciplinaire impliquant médecins, infirmiers, psychologues, travailleurs sociaux et autres professionnels de santé. Cette collaboration renforcée devrait être davantage promue et reconnue au sein des structures de soins, notamment en encourageant des projets transversaux entre différents établissements, les hôpitaux, les cabinets libéraux et les associations. En conclusion, l'éducation thérapeutique du patient joue un rôle clé dans l'amélioration de la gestion des maladies chroniques, tant que en pharmacie de ville qu'en pharmacie hospitalière. En pharmacie de ville, elle permet un suivi personnalisé et favorise l'autonomie des patients dans la gestion de leur traitement au quotidien. En pharmacie hospitalière, l'éducation thérapeutique soutient les patients lors de leur sortie d'hôpital, assurant une transition fluide vers la vie à domicile. Cependant, des défis persistants, tels que la reconnaissance insuffisante de l'éducation thérapeutique, des inégalités d'accès et des difficultés de financement. Pour renforcer son efficacité, il est crucial d'améliorer la formation des personnels, d'évaluer systématiquement ses impacts et de favoriser une approche collaborative entre tous les acteurs de la santé. L'éducation thérapeutique représente ainsi un levier essentiel pour une prise en charge plus complète et centrée sur les patients. Et voici les références bibliographiques et merci pour votre attention.